Revue d'esprit, Catherine Erard. Nous parlons laïcité et religion toute cette semaine dans Revue d'esprit, ou plutôt la religion de la laïcité. Car aujourd'hui, la laïcité ressemble parfois à une référence sacrée à laquelle on ne peut plus toucher. Une sacralité qui se fonde sur un autre culte, le culte des droits de l'homme. C'est ce que nous explorons cette semaine dans cette série qui nous est proposée par Pierre-Yves Moret et la réalisation est signée Samuel Morier-Genoux. Pierre-Yves Moret, bonjour. Bonjour. Depuis lundi, nous sommes en compagnie de votre invitée Valentine Zuber qui a écrit un livre intitulé « Le culte des droits de l'homme ». Oui, un livre qui retrace la manière dont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été sacralisée. Hier, Valentine Zuber rappelait que la représentation classique de la déclaration, de cette déclaration, ce sont comme des tables de la loi, les tables de la loi mosaïque. Et puis elle écrit d'ailleurs dans son livre que très vite, presque immédiatement, après avoir été promulguée en 1791, cette déclaration a été comparée à un nouvel évangile chargé de guider l'homme par la simplicité et la généralité de ses formules, guider l'homme vers un destin nouveau marqué par les principes intangibles de l'égalité et de la liberté. Et dans l'esprit de ses concepteurs, le texte devait ainsi servir de médiateur entre les idéaux révolutionnaires et puis la nouvelle société en train d'émerger. Et aujourd'hui, on va se rapprocher de notre époque pour mieux comprendre comment cette déclaration finalement a influé la mentalité qui est la nôtre aujourd'hui. Oui, c'est ça. On va s'interroger sur la manière dont la Déclaration des droits de l'homme a été érigée justement en symbole national, suprême pour la France. Comment est-ce qu'on a promu ce modèle de laïcité à la française, pour le dire ainsi? Valentine Zuber. Alors, peut-être pas à la française. Il y a deux conceptions des droits de l'homme qui s'affrontent. Gentiment, parce qu'on est quand même dans le camp des Alliés, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une conception française, effectivement, portée par René Cassin, qui va être un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui veut faire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un peu une tautologie, excusez-moi, une déclaration universelle applicable à tous, en tout temps et en tout lieu. Les Américains, au contraire, portent une vision plus contractuelle. C'est-à-dire que ce serait une déclaration, mais qui, comment le dire simplement, qui ne s'appliquerait pas forcément universellement, mais qui serait petit à petit appliquée en fonction des accords des différents pays sur la philosophie qui y est développée, sur la préservation de l'individu en particulier. Alors, cette résurgence de la forme déclarative, elle est un peu fortuite et je pense qu'elle est due à des personnalités comme René Cassin, mais aussi portée évidemment par Eleanor Roosevelt, la femme du président Roosevelt, qui sera la grande maîtresse d'œuvre de la Déclaration universelle de 1948. Il ne faut pas oublier là-dessus aussi une influence française, mais cette fois-ci catholique, que je n'ai pas détaillé dans mon livre, mais que je souhaite pouvoir publier prochainement, qui est celle d'un penseur comme Jacques Maritain. Jacques Maritain qui est exilé aux États-Unis, d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est un converti, qui est venu de l'intransigeantisme le plus absolu et qui, peut-être dû à son séjour américain, s'ouvre au pluralisme d'expression religieuse proprement américaine et essaye d'élaborer une théologie des droits de l'homme qui serait acceptable par l'Église catholique. Et il a aussi beaucoup d'influence dans les réseaux internationaux. Et je pense qu'il est aussi certainement très important dans le retour de cette forme déclarative au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est jamais qu'une déclaration, celle de 1948. Elle n'a aucun effet ni juridique ni politique. Elle est signée de manière assez unanime, il y a quelques abstentions, mais elle n'a pas force de loi. Et il faudra attendre la ratification par les pays des pactes civils et politiques, économiques et sociaux de 1966 pour que les principes qui sont inclus dans la déclaration de 1948 deviennent des principes applicables et opposables juridiquement. Et pour revenir sur la France, puisque la France a un rapport particulier avec ces textes fondateurs des déclarations des droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on fait concrètement, politiquement, de ces notions-là, notamment aussi dans sa politique étrangère à la période de la décolonisation? Est-ce que ça entre en ligne de compte? Alors, pas tellement.
Les droits de l'homme, c'est un peu comme la laïcité en France, ça n'est pas un article d'exportation. C'est-à-dire que ça s'applique sur le territoire métropolitain, mais on considère que les peuples colonisés ne sont pas assez civilisés ou pas assez mûrs pour pouvoir profiter de cette liberté sans en abuser. Et là, on se retrouve un petit peu dans la problématique des républicains de la fin de la Troisième République, du début de la Troisième République, qui sont très méfiants envers le peuple, les ouvriers, etc., sous prétexte qu'ils ne sont pas assez armés intellectuellement pour pouvoir assumer toute cette liberté dont ils pourraient abuser. Donc, alors la France a une position intéressante parce que, comme je vous l'ai dit, par l'intermédiaire de quelqu'un comme René Cassin, elle participe activement à la forme déclarative universelle de 1948 et en même temps elle reste très attachée à ce texte sacralisé de 1789. Et c'est bien ce texte qui est constitutionnalisé en 1946 puis en 1958. Donc, d'accord pour les droits de l'homme universels, mais on garde quand même notre texte. Il y a un petit côté cocorico là-dedans. En revanche, ce que je montre dans le livre, ce qui est mon hypothèse, c'est que les vrais progrès en matière de démocratisation et d'accroissement des libertés publiques, elles ne sont pas dues à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, mais bien aux pressions internationales, à la suite de la Déclaration de 48 et des pactes politiques, civils, économiques et sociaux. Mais je reviens sur la manière dont la France se rattache symboliquement à la sacralité de ces textes. Est-ce qu'avant 1989, avant le bicentenaire, est-ce que la France aime dresser l'étendard de ces déclarations en disant « nous sommes la patrie des droits de l'homme » ? Ou ça vient plus tard, justement ? Je crois que ça vient plus tard. La première décision de réaffichage de la déclaration de 89 dans les écoles date, à mon avis, de 1984. Je n'ai pas trouvé d'autres occurrences, mais je peux me tromper. Donc c'est un moment où c'est Jean-Pierre Chevènement qui est ministre de l'Éducation nationale, avec un discours très républicain. Et d'ailleurs, ça ouvre un nouveau cycle qui, pour la France, est très important, qui est 89 à nos jours, avec l'irruption de ces problèmes de voile islamique, d'intégration des populations musulmanes dans la citoyenneté française. Donc, ce texte 89 revient sur le devant de la scène au milieu des années 80. Et il va connaître son acmé, sa popularité maximum avec le bicentenaire de 1989, qui s'appelle Bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On met une équivalence entre l'épisode encore contesté parfois politiquement et cette déclaration qui est censée finalement blanchir le tout. Parce que dans votre livre, vous consacrez un assez important passage à ces questions-là, aux débats qui se sont tenus à l'époque. C'est d'ailleurs assez passionnant de comprendre comment justement on s'est demandé pouvoir fêter une révolution qui a été sanglante sous de nombreux aspects. Qu'est-ce qu'on mettait en avant ? Comment est-ce qu'on pouvait aussi peut-être valoriser l'histoire et ériger cette déclaration des droits de l'homme en tant que symbole suprême? Au fond, ça résolvait beaucoup de problèmes. Oui, tout à fait. C'était une manière de pacifier les choses parce que on a un peu tendance à l'oublier, mais il y avait encore des tensions, surtout dans l'ouest de la France, vis-à-vis. La mémoire de la Révolution française était encore très vive dans certaines régions. Il y a eu des tentatives d'une certaine historiographie de dire qu'il y a eu un génocide vendéen. C'était des termes quand même extrêmement forts sous la Révolution française. Et donc, évidemment, les hommes politiques n'aiment pas la division. Donc, ils cherchent à rassembler. Et le plus simple pour eux, c'était de mettre une équivalence entre Révolution française et Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, la réalisation considérée comme la plus irénique de la Révolution française. Et là, c'est vraiment assez important sur la sacralité que prend ce texte dès lors, avec ce bicentenaire, organisé par un gouvernement socialiste, mais avec une collaboration avec la droite aussi. Jacques Chirac en tant que maire de Paris et Premier ministre qui collabore, et puis ensuite c'est Michel Rocard. Et puis on sent dans votre livre justement la manière dont, peut-être intellectuellement ou psychologiquement, voire même inconsciemment, ensuite, après 1989, cette charte, cette déclaration des droits de l'homme, elle va être considérée comme symboliquement des plus sacrées peut-être. Oui, parce qu'elle transcende les divisions politiques. En tout cas, entre les deux grands partis de gouvernement, le PS et à cette époque c'était le RPR, ancêtre de l'UMP, on s'aperçoit que les partis politiques, actuellement on les appelle
appelle de gouvernement pour ainsi écarter le Front National de cette appellation, même si maintenant, vu les résultats des élections, ils se considèrent eux-mêmes comme un parti de gouvernement. Mais enfin, c'est un autre problème. En tout cas, les républicains mainstream, qui ont digéré la démocratie, se disent qu'ils partagent cette même vénération pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est pour eux le credo politique premier de la République et de la démocratie française. Et ça, c'est cet aspect religieux avec justement 3 dogmes, la liberté, l'égalité et la fraternité. Oui, cette déclaration, effectivement, se décline ou se résume dans cette devise républicaine à laquelle s'est ajoutée, mais plus tardivement, la laïcité. Mais à cette époque-là, en 1989, on en est encore sur la trilogie liberté, égalité, fraternité. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est à la fois la proclamation de la liberté des hommes, des femmes et des citoyens et citoyennes, de leur égalité, mais aussi de cette fraternité que les hommes politiques invoquent, évidemment, pour que la société reste calme et que le vivre ensemble soit le plus harmonieux possible. Valentine Zuber, depuis notre premier dialogue, il y a 2 jours, on comprend bien qu'il faut bien recontextualiser les choses pour les contextes de production de ces déclarations des droits de l'homme, et aussi peut-être la notion de laïcité dont on parle à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle et au XXe siècle. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la laïcité était un peu le 4e dogme qui survient après 1989 peut-être, sur ces questions de la religion, du culte des droits de l'homme. Comment s'interroger devant le fait qu'on érige à nouveau cette notion des droits de l'homme ou cette déclaration des droits de l'homme comme un culte au moment où la pluralité culturelle et religieuse aussi de la France, de l'Europe, du monde pose de nouvelles questions sur la question de la cohabitation religieuse ou politique aussi. Je pense que 1989, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement, vous savez que plein de choses se passent dans le monde. La même année, c'est la chute du mur de Berlin, c'est la place Tiananmen. C'est donc un formidable espoir et les hommes politiques français sont les premiers surpris et surfent sur cet espoir en disant voilà, la France peut servir de modèle grâce à ce texte qui exalte l'individu et l'intégrité et la nécessité de la liberté individuelle. Vous citez d'ailleurs 2-3 discours de François Mitterrand ou de Jack Lang ou d'autres personnes qui sont des discours justement exaltés, très inspirés. Oui, très exaltés et qui participent d'ailleurs de cette sacralité aussi. Donc, mais je pense que c'est quand même une période d'achèvement et que on a l'impression que c'est la fin de l'histoire. Mais bon, vous savez très bien que ce n'est jamais la fin de l'histoire. Et 1989, c'est aussi la première affaire de voile dans un collège de la région parisienne. Et c'est le début de cette saga qui nous a menés jusqu'aux lois d'interdiction de 2004 et de 2010. Et vous avez peut-être été sensible à un rapport récent de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France qui remarque une progression extrêmement forte de l'intolérance politique et religieuse. Donc, c'est un peu l'achèvement d'une utopie et ce n'est pas un hasard si c'est la laïcité qui a pris le relais depuis. Et une laïcité comprise comme étant plutôt un garde-fou contre la pluralisation, l'individualisation des sociétés, plutôt que comme un garant de ce pluralisme et de ces libertés sociales. Je reviens peut-être en arrière un tout petit instant sur la question du bicentenaire, parce que j'aimerais peut-être qu'on évoque ensemble ce qui avait été initié pour écrire un nouveau texte d'une déclaration de droits de l'homme ou du citoyen, quelque chose de similaire, par des jeunes, initiés par les Français dans le cadre du bicentenaire, qui a effectivement été adopté à une date symbolique, mais qui n'a eu que peu d'effet ensuite, que peu d'écho. Oui, effectivement, 3 personnages qui
sont quand même un peu des héritiers, puisqu'il s'agit de François Barouin, le fils de Michel Barouin, qui était le premier responsable de la mission du bicentenaire. Il y avait le fils aussi de Léopold Sédar Senghor, Richard Senghor, et puis Jean-Michel Blanquer, qui n'est pas le fils d'eux, mais enfin qui avait aussi de bonnes références républicaines. Trois jeunes hommes ambitieux et pleins d'allant qui ont souhaité universaliser un peu les droits de l'homme en essayant de réécrire une déclaration des droits de l'homme qui soit une déclaration européenne, voire mondiale, par les jeunes générations. Et ça a donné lieu à une déclaration tout à fait originale, beaucoup plus longue et beaucoup plus bavarde que celle de 89 ou même que celle de 1948, mais qui a montré aussi l'aporie d'un tel projet. D'une part, elle n'a pas été reprise par la suite par les différents pays, et d'autre part, elle a achoppé sur quelque chose qui ne serait pas venu à l'esprit ni en 89 ni en 1948, qui est le problème des pays nouveaux arrivants en Europe, comme la Pologne, etc., qui ont freiné des cas de fer sur l'affirmation du droit des femmes à disposer de leur corps. Et donc, il y a eu là un couac qui a été un peu masqué, évidemment, euphémisé, mais évidemment, ça pose un réel problème où les droits de l'homme ou de l'être humain s'appliquent à tous et dans toutes les situations, ou bien certaines catégories n'ont pas tous les droits qu'elles pourraient avoir et la déclaration devient moins universelle que ce qu'elle proclame être. Donc, on est là, à un moment charnière, on s'aperçoit peut-être que c'est très difficile de faire une déclaration parfaite. Et je suis pour ça extrêmement sensible à la réflexion d'un chercheur américain de Harvard qui s'appelle Samuel Moine, qui a intitulé son dernier livre Human Rights, The Last Utopia, avec un point d'interrogation, et qui fait, alors de manière assez virulente et peut-être un peu exagérée, mais le questionnement est intéressant. Est-ce que les droits de l'homme, c'est pas une idéologie comme les autres ? Elle a eu une naissance, elle a une vie, et peut-être elle va disparaître, comme le communisme a pratiquement disparu, ou les autres utopies qui ont pu être produites depuis la Révolution française. Et ça résonne avec d'ailleurs 2-3 interrogations critiques sur les droits de l'hommisme, cette manière de réclamer justement l'universalité des droits de l'homme, mais d'un point de vue aussi très ancré, et il y a forcément des limites. Oui, alors évidemment, ça se combine avec une critique qui n'émane pas seulement de l'Occident, mais qui émane des pays de la périphérie. Enfin, ce n'est pas péjoratif ce que je dis là, mais une mise en cause de ce caractère autoproclamé d'universel. Effectivement, le fait d'ancrer historiquement, mais ça n'est pas niable. Les déclarations des droits naissent dans une société donnée, marquée par un ethos chrétien très fort. Elles ont pris la forme de table de la loi. Enfin, il y a quelque chose d'absolument évident, même si leur contenu est désacralisé, la forme l'est. Et évidemment, elle peut être contestée, elle a été contestée par des civilisations qui ne se reconnaissent pas dans ce genre de proclamation, que ce soit des civilisations asiatiques, comme en Chine par exemple, ou avec la montée de l'affirmation des pays de culture musulmane, qui n'adhèrent pas, d'un point de vue religieux, à tous les aspects qui sont détaillés dans les déclarations des droits de l'homme. Et donc, à partir de 89, c'est pour ça que je parle d'acmé, de sommet, oui, parce que après, il y aura des contestations, enfin, il y en a toujours eu, mais là, elles vont vraiment entrer en résonance. Et vous savez très bien que les débats jusqu'à nos jours au Conseil des droits de l'homme sont extrêmement minés sur ces sujets, surtout vis-à-vis des religions, droits de l'homme et religion, avec ces problèmes de diffamation des religions, de la charte des droits de l'homme islamique qui a été plusieurs fois reformulée, mais que les autorités onusiennes continuent de considérer comme étant en partie en opposition avec les idéaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ce sont des débats qui sont en cours, il ne faut pas les minimiser, et forcément, il contribue à relativiser un peu cette religion dominante des droits de l'homme dont on a cru qu'elle était la fin de l'histoire.
Alors pour rester justement sur ce vocabulaire religieux, Valentine Zuber, est-ce qu'on est dans une phase de sécularisation des droits de l'homme en tant que référent sacralisé? Est-ce que c'est la laïcité qui prend le pas? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on perd? Est-ce que la laïcité peut être l'héritière ou le concept de laïcité de ce que les droits de l'homme pouvaient apporter? Alors, il y a, à mon avis, deux aspects dans votre question. La laïcité, moi, je la considère plutôt comme étant partie intégrante de l'idéologie des droits de l'homme. Mais il y a aussi, enfin en France, si on le voit du côté français, il y a un effet de mode. Évidemment, les droits de l'homme ne sont plus tellement à la mode. Et le débat social s'est focalisé sur les problèmes de laïcité, selon un biais qui me semble dangereux, puisque ça s'est toujours posé face à une question sociale, et plus sociale que religieuse d'ailleurs, de l'intégration, de l'assimilation d'importantes populations émigrées. Je pense que les droits de l'homme, d'un point de vue mondial, sont moins sacralisés, vous avez raison, sont plus sécularisés. Ils ont été pris en charge essentiellement par le juridique. Et c'est moins une morale à l'échelle du monde qu'un arsenal de textes juridiques devant encadrer la bonne gouvernance et la bonne manière de gouverner dans les différents pays du monde. Donc ils ont un peu perdu de cette aura sacrée, en se sécularisant, en s'inscrivant dans la multiplicité des textes juridiques. Donc il y a deux choses. Il n'en reste pas moins qu'en matière de droits de l'homme, le rôle des ONG est extrêmement important et qu'il y a là un lobby extrêmement fort, divers, peut-être un petit peu parcellisé, mais qui a obtenu une reconnaissance internationale. C'est le prix Nobel de la paix à Amnesty International à la fin des années 70. Il y a ces deux aspects. Un aspect juridique, proprement juridique, des règles de fonctionnement international, et puis un aspect encore très militant du côté des ONG qui ne cessent de dénoncer les violations aux droits de l'homme. En France, on est un petit peu sensible parce qu'on se fait régulièrement attaquer pour violation aux droits de l'homme, en particulier aux limites à la liberté religieuse que certaines lois qui ont été prises récemment ont pu donner lieu. Je repose tout de même ma question sur la question de la laïcité en tant qu'héritière, parce que on a le sentiment que parfois il y a une forme de confusion qui peut se poser entre la manière de considérer la laïcité devant les questions des droits de l'homme, et puis que si c'est plus les droits de l'homme qui peuvent être sacralisés aujourd'hui, ou si du moins les choses évoluent, que l'acmé est dépassé, est-ce qu'il n'y a pas le risque de sacraliser la laïcité à outrance aussi, d'en faire une référence suprême à laquelle il faudrait tout lire? Ah oui, mais ça, j'en suis totalement persuadée. La laïcité a remplacé les droits de l'homme dans le panthéon des valeurs républicaines. Valeurs républicaines dont chacun se prévaut, mais sans jamais donner véritablement de contenu dans ce qui est les valeurs républicaines. Alors dans ces valeurs républicaines, il y a évidemment la devise liberté, égalité, fraternité, on ne sait jamais très très bien sur quel pied danser. Et puis il y a la laïcité. Et donc la laïcité, en tout cas dans le débat social, heureusement on a en France des garde-fous juridiques très forts. La jurisprudence du Conseil d'État, depuis 2 siècles d'existence, a toujours mis en avant la liberté et pensé que l'interdiction devait être l'exception. Donc on a des garde-fous juridiques très forts, mais le débat social et le débat médiatique est plutôt en faveur d'une laïcité sacrée, mais d'une laïcité sacrée qui serait une laïcité intégratrice et qui aurait tendance un petit peu à atténuer, voire à effacer les particularités et les différentes sensibilités qui sont représentées dans la population. Donc ça, c'est une tentation qui, heureusement, on est dans un état de droit, ne s'est pas encore traduite véritablement dans des décisions politiques ou dans des lois particulières. Exception faite
de la loi, mais qui se restreint à l'espace scolaire, donc qui est une loi un peu exceptionnelle de 2004, qui interdit les signes ostensibles à l'école, les signes ostensibles religieux, mais qui vise en fait les voiles musulmans. Et puis la loi de 2010 qui s'est maquillée sous une loi d'ordre public, mais qui est quand même une loi laïque, ou laïcarde, je dirais. Donc une interdiction du port du voile intégral. Voilà, l'interdiction de dissimuler son visage. On sait qu'en France, on est très fort dans la rhétorique. Ce qui est intéressant dans cette loi, c'est qu'elle a été validée par le Conseil constitutionnel et qu'il l'a validée sans difficulté, mais qui a quand même dit que, en vertu de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il fallait interdire la dissimulation du visage partout, sauf, et pour préserver la liberté religieuse, dans les lieux de culte. Alors, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Les propos de Valentine Zuber, historienne et auteure de l'ouvrage Le culte des droits de l'homme, paru aux éditions Gallimard. On la retrouve demain pour un dernier entretien, Pierre-Yves Moret. Oui, en fin de semaine, nous serons avec un autre interlocuteur, mais demain, on va interroger avec Valentine Zuber plus loin la question de la confusion des laïcités, d'une certaine manière, et la vénération qu'on leur porte aujourd'hui. Merci Pierre-Yves Moret, merci également à Samuel Morier-Genoux pour la réalisation de ces émissions. Et je rappelle l'adresse de notre page internet, rts.ch/esprit. Ainsi se termine cette émission d'À vue d'esprit, une série que nous propose Pierre-Yves Moret qui s'intitule Le culte de la laïcité. Demain, nous parlerons des contextes des différentes laïcités et de leurs rapports et enjeux spécifiques en regard des sociétés concernées. Nous serons toujours en compagnie de l'historienne Valentine Zuber. Pour plus d'informations, une seule adresse, rts.ch/esprit. Et dans quelques minutes, après les informations, vous retrouvez Daniel Robella et D'un air entendu. Sur Espace 2, il est 17h.